Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire d'information sur la Covid-19. Je vous présente mes liens d'intérêt sur cette diapositive. Donc, je suis Karine Lacombe, professeure de médecine spécialisée en infectiologie à Sorbonne Université. Je dirige le service de maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et je vais donc revoir avec vous les éléments principaux de cette pandémie qui nous touche depuis le mois de janvier de cette année. C'est vrai que la Covid-19, ça aurait pu être une belle histoire de forêt tropicale. Donc, vous voyez ici une forêt tropicale du sud-est asiatique, exactement en Chine, avec voilà, forêt profonde, beaucoup de grottes dans lesquelles on voit ces petits animaux qui sont des chauves-souris, avec énormément d'espèces protégées et très rares, en particulier dans cette zone Chine de forêt primaire. Et puis, donc, vous voyez, des petites choses très belles, hein, également comme ces pangolins. Donc, les pangolins, sont des animaux qui vivent autant en Asie du Sud-Est qu'en Afrique. Donc des animaux très rares de la famille des fourmiliers. Et malheureusement, la Covid-19, on va dire que c'est une association malheureuse entre la mondialisation, la déforestation et surtout un événement très rare qui s'appelle le franchissement de la barrière d'espèces, mais qui a quand même donné naissance à des grandes pandémies. Et si on remonte pas si loin dans l'histoire, le VIH, par exemple, qui est l'une des plus grandes pandémies que l'on ait connues ces 30 dernières années, eh bien, est aussi dû à le franchissement de la barrière d'espèces. Oui, Karine Lacombe, je crois qu'on a un problème de son, me signale-t-on. Est-ce que tout le monde nous entend? Oui. Moi, j'entends un drôle de bruit, là, ding-ding à chaque fois, mais… Ah, c'est les gens qui arrivent. Bon, OK. On va essayer de couper le petit son. Enfin, surtout, est-ce que les gens qui sont là m'entendent? Vous m'entendez manifestement? Oui, les gens aussi, manifestement. Je regarde à côté le chat, ça a l'air de marcher. Bon, donc je continue dans ce cas. Alors, justement, ces fameuses zoonoses. Donc, une zoonose, c'est une maladie qui est transmise de l'animal à l'homme. Parmi toutes ces zoonoses, on connaît les maladies dues au coronavirus. Donc, les coronavirus sont des virus qui existent depuis très longtemps, hein. Les plus vieux remontent au Moyen-Âge. 4 coronavirus sont actuellement responsables d'infections ORL banales. Je vous les ai nommés ici. Et en plus de ces 4 coronavirus, on en a 2 qui sont associés à des tableaux de pneumonie aiguë sévère, indépendamment de la pandémie actuelle. Donc, ces 2 virus qui sont associés à des pneumonies aiguës sévères, c'est tout d'abord le SARS-CoV qui a donné naissance au SRAS. Donc, le SRAS, c'est une pneumonie virale qui a sévi entre 2002 et 2004 avec l'hôte naturel qui était également la chauve-souris, responsable d'environ 700 décès, principalement Karine, on ne vous entend plus. Le micro a été mis sur mute. Toujours pas. Vous avez le micro coupé. Vous m'entendez? Non, on vous entend de nouveau. J'ai touché à rien pourtant, hein, donc je ne sais pas. Ce sont les joies du direct, là. Ouais, je sais pas, habituellement, je n'ai pas ce type de problème, mais bon, alors, on va repartager. J'arrive plus à partager là. Vous m'entendez? Je vous entends, on vous entend. Je peux plus partager, c'est coincé. Super. Alors, ce qu'on va faire, je vais partager dans ce cas-là le… Mais non, mais le problème, c'est que le truc est bloqué là sur mon écran.
sinon, je partage le document, mais de mon côté, et comme ça vous permet. Est-ce que vous voyez, vous allez me dire? Non, mais le problème, c'est que j'ai un truc qui… Peut-être se déconnecter, se reconnecter pour vous. Ouais, ouais. Pendant que le professeur Karine Lacombe essaie du côté technique, je vais présenter déjà nos intervenants, parce qu'on a démarré sur les chapeaux de roue et on n'a pas eu le temps. Alors, vous avez ce soir Karine Lacombe, qui est professeure en médecine, enseignant universitaire, grande spécialiste des maladies infectieuses. Donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Elle va vous dire elle-même ce qu'elle a fait, parce qu'elle a été beaucoup dans les co-infections des virus, notamment les hépatites et le HIV. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Karine Lacombe? C'est elle fait partie des universitaires, des médecins hospitaliers à se lancer dans la course folle contre le virus depuis le début de l'année. Voilà pour Karine, elle complétera quand elle reviendra tout à l'heure. Je vous présente aussi Patrick Jourdain, qui est professeur aussi en médecine, cardiologue de son premier métier. Et puis surtout, on connaît Patrick dans le milieu hospitalier ces derniers temps grâce à son énergie et tout son savoir-faire pour animer la plateforme Covidom. Alors, Covidom, c'est quoi, Patrick? Alors, Covidom, en fait, c'est quelque chose qui n'existait pas en mars et qui a ouvert le 9 mars. C'est une plateforme où on s'est dit, le 2 mars, il faut faire quelque chose. Il y a un risque avec ce nouveau virus qu'est le Covid. Et on se dit, finalement, le risque, il est double. D'un côté, il y a effectivement tout ce qui est hospitalisation, tout ce qui est mortalité, ça c'est sûr, la réanimation. Et à l'époque, vous vous souvenez, tout le monde était quand même un peu stressé avec ça. Mais le deuxième élément sur lequel on a beaucoup réfléchi, c'était le risque systémique. C'est-à-dire que on a tous vu ce qui s'est passé en Italie, les gens réanimés sur les parkings. On l'a vu en première vague, on l'a vu en deuxième vague. Des gens qui étaient sur le parking devant l'hôpital et on leur amène une bouteille d'oxygène avec un masque et ils attendent que quelqu'un meure avant eux dans l'hôpital pour pouvoir franchir les portes. Et clairement, à ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut faire en sorte que la population stressée, la population gênée, la population avec des symptômes, mais pas forcément très graves, n'aille pas embouteiller les urgences et le médecin traitant. Et c'était ça le challenge, et ça a été le fondement de Covidom, dont je vous raconterai la suite tout à l'heure. Karine, est-ce que vous avez pu vous reconnecter avec nous? Oui, écoutez, je suis désolée, c'est vraiment la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Du coup, je partage de nouveau mon écran avec mon diaporama et je vais peut-être reprendre au final alors. Oui, allez-y. On s'est arrêté au SRAS. D'accord, bon. Alors là, vous voyez mon diaporama? Oui, c'est bon. Ok, donc oui, je vais reprendre ici la famille des coronavirus. Donc je vous disais 4 coronavirus responsables d'infection ORL, tout à fait banal, et 2 qui sont associés à des tableaux de pneumonie aiguë sévère. Le premier, c'est celui que l'on appelle le SRAS, dont le virus est le SARS-CoV. C'est une épidémie de pneumonie virale qui a sévi entre 2002 et 2004, dont la caractéristique principale, finalement, était d'être un virus qui ne se transmettait pas entre personnes asymptomatiques. C'est la grosse différence avec la pandémie actuelle, c'est que dans le SRAS, on a pu isoler les personnes qui étaient malades et on a pu ainsi arrêter les chaînes de contamination. Deuxième grand virus, la famille des coronavirus qui donne des pneumonies aiguës, c'est le MERS-CoV, qui donne le Middle East Respiratory Syndrome, qui, lui, a entraîné plus de 850 décès dans 27 pays, qui existe toujours actuellement, comme vous le voyez, avec un fort taux de mortalité, 35%, mais là non plus, pas de contamination par personne asymptomatique, et donc, heureusement, ce virus ne donne pas lieu à une pandémie. En revanche, le SARS-CoV-2, vous le voyez ici. Alors, c'est un virus qui fait lui aussi partie des coronavirus. Donc, on les appelle coronavirus parce qu'ils ont une couronne de protéines que je vais vous montrer tout à l'heure avec des gènes. Et si je vous les mets ici, tous ces gènes, c'est que ce sont autant de cibles thérapeutiques qui sont en cours d'évaluation.
Alors, vous avez ici justement en haut à droite, en haut à gauche, pardon, une figure un peu stylisée de ce fameux SARS-CoV-2 avec au milieu l'ARN, donc qui porte tout le patrimoine génétique du virus, puis tout autour toutes ces protéines structurelles. Et puis vous avez à droite ce qu'on appelle la protéine spike, donc spike comme le piquet en anglais, et qui lui permet en fait de s'insérer dans la membrane des cellules qu'il va infecter. Alors ici encore, une très très belle photocopie à émission de positrons à droite et à gauche et de la microscopie électronique. Donc avec le SARS-CoV, son grand frère, celui qui était responsable du SRAS en 2002, 79% de similarité génétique. En revanche, 98% d'homologie avec un virus de la chauve-souris qui montre bien la parenté entre le virus de la chauve-souris et le SARS-CoV-2 qui en fait a muté, en particulier au niveau de ces fameuses protéines spike qui lui permettent de se fixer sur les récepteurs des cellules et donc d'infecter les cellules humaines. C'est pour ça qu'on appelle ça une zoonose, que c'est passé de l'animal à l'homme. Quelques données d'épidémiologie. Donc l'épidémiologie, vous savez, c'est la science qui étudie la fréquence des maladies et ses déterminants ou ses facteurs de risque. Alors, la situation mondiale au 25 novembre, donc comme vous la voyez ici, quasi 60 millions de cas ont été rapportés, en particulier en Europe actuellement. Alors, ça ne veut pas dire qu'en mars-avril, il y avait moins de cas, mais surtout en mars-avril, on n'avait pas les méthodes diagnostiques pour dépister tous ces cas-là. Un peu plus quasi 1 500 000 décès au niveau mondial au 25 novembre. Et vous voyez bien sur cette diapo cet effet deuxième vague, première et deuxième vague. Alors que, par exemple, aux États-Unis, les gens ont commencé à mourir de la Covid-19 en avril et ils continuent d'en mourir avec une intensité quasi égale par rapport au début. Alors qu'en Europe, on est beaucoup décédé de la Covid-19 au printemps. Puis vous voyez que le nombre de décès a beaucoup diminué par la suite pour réaugmenter actuellement. Où est-ce qu'on en est avec la France, Karine? Pardon? Où est-ce qu'on en est avec la France, justement? Alors, on est à quel niveau mondial? Justement, regardez là, ça ne répond pas directement à votre question, mais si vous regardez sur ces diapos, sur la diapo que je vous mets là, donc en haut, vous avez la mortalité en Europe, donc l'excès de mortalité en Europe, comparé par exemple à 2018 et 2019. Donc on voit bien dans les deux cas, donc au milieu, on est en hiver, donc il y a tout le temps un petit excès de mortalité par rapport au reste de l'année. En revanche, vous regardez le pic en 2020 qui correspond à la semaine 17, on est en avril, on est en mars, avril, mai, avec un énorme pic de mortalité, et on retrouve ce pic justement en France. Vous voyez en dessous ce pic de mortalité dû à la Covid-19. Et alors, pour répondre à votre question, voici la situation épidémiologique en France. Donc, je ne rapporte que les derniers cas, l'évolution du nombre de cas confirmés et le taux de positivité par RT-PCR. Pourquoi je vous mets uniquement cette photo de la période actuelle? C'est parce que au moment de la première vague, on n'avait pas beaucoup de confirmation de SARS-CoV-2 puisqu'on ne on ne diagnostiquait que les personnes qui étaient hospitalisées. En revanche, vous voyez bien sur cette diapo l'évolution du nombre de cas hebdomadaires nouvellement hospitalisés en haut, le nombre de cas en cours d'hospitalisation au milieu. Quand vous regardez en bas, c'est le nombre de personnes hospitalisées en réa, donc nouvellement hospitalisées en réa, et le nombre cumulé de personnes hospitalisées en réa. Donc on voit bien cet effet de première vague et deuxième vague, avec une deuxième vague qui a une intensité quand même, heureusement, moins forte que ce qu'on a connu pendant la première vague. Sur cette diapo, les données sont un peu différentes. Je vous invite à surtout regarder ce que vous avez à droite, puisque ça correspond au taux de dépistage hebdomadaire en haut à droite, et en bas à droite, le taux de positivité du dépistage. Donc là, les chiffres sont comparables en bas à droite entre la première et la deuxième vague, alors qu'on ne faisait pas énormément de tests en avril-mai, mais en revanche, le taux de positivité des tests était très, très élevé, comme il l'est maintenant.
Est-ce que ça a répondu à vos questions sur la situation en France? C'est parfait. Et quels sont maintenant les modes de transmission de façon pratico-pratique que l'on pourrait donner à nos entreprises et à nos salariés suivis? Alors effectivement, il y a deux modes de transmission. Un mode de transmission qu'on dit principal, c'est vraiment celui qui prédomine pour tous les coronavirus. C'est le mode gouttelette. Donc c'est l'inhalation de grosses et de moyennes gouttelettes, comme vous pouvez voir ici, ce qu'on émet par exemple dans les efforts de toux, d'éternuement ou quand on parle. Ces grosses ou moyennes gouttelettes, elles sont arrêtées au niveau des voies aériennes supérieures, qui sont le lieu de réplication primaire des virus. Les virus, en fait, vont se répliquer dans les cellules du rhinopharynx et du nasopharynx. C'est donc toute la sphère ORL, parce que les cellules qui tapissent notre sphère ORL possèdent des récepteurs qu'on appelle ACE2, et c'est vraiment sur ces récepteurs que la fameuse protéine spike du virus va se fixer, et ensuite la cellule va internaliser le virus. Donc, toutes les cellules qui tapissent notre oropharynx sont pleines de ces cellules avec ces récepteurs ACE2. Mais également, par la bouche et l'œil, en gros, toutes les muqueuses sont aussi des cellules avec des récepteurs ACE2. Donc, vous voyez sur les diapos, ces grosses gouttelettes, elles retombent sur le sol ou sur les surfaces à moins de 2 mètres et elles persistent peu de temps dans l'atmosphère. Donc, elles peuvent contaminer les surfaces et les objets, mais également les mains. Donc, ces gouttelettes, les grosses gouttelettes, Karine, en fait, c'est surtout les projections de salive, les projections, les éternuements et les crachats? Absolument, c'est tout à fait ça. Comme vous pouvez le voir ici, on voit bien avec la diapo du milieu, la photo du milieu, où c'est une certaine forme de marquage des émissions qui a été effectuée. Et vous voyez ce nuage de gouttelettes chez cette dame qui éternue. Donc, on peut comprendre quand on voit ce type de diapo l'intensité de l'émission de particules virales quand on est infecté. D'accord. Donc, bien sûr, ça contamine les mains, ça contamine également les surfaces et les objets. Et à côté de cela, on parle aussi beaucoup de ce qu'on appelle des aérosols. Oui, ça, je vais vous en parler après. Juste pour vous rappeler la protection des grosses gouttelettes, justement, les mesures correctives, elles sont assez simples à comprendre. Le masque chirurgical, parce que le masque chirurgical empêche l'émission de ces grosses gouttelettes. L'hygiène des mains, mais le simple savon suffit, ou la solution hydroalcoolique. L'hygiène des surfaces, comme vous voyez sur la diapo. Et puis, dans les services hospitaliers où on a affaire à des patients qui sont des puissants contaminateurs, on met également des lunettes de protection et des blouses à usage unique. Alors, on met des charlottes, on ne met des gants que dans certaines circonstances. Très bien. Donc, vous parliez justement de l'émission aérosol. Eh bien, c'est un mode de transmission qui, heureusement, n'est accessoire, ce qui fait que le SARS-CoV-2 se transmet quand même beaucoup moins que la rougeole, par exemple. Mais malgré tout, il y a un petit contingent possible de transmission air, donc par les micro-gouttelettes. En fait, on a détecté de l'ARN viral. On n'est pas tout à fait sûr que les particules soient vraiment infectantes, parce que si c'était le cas, le taux de transmission d'une personne infectée à son entourage serait beaucoup plus élevé que ce que l'on voit actuellement. En gros, pour la rougeole, une personne infectée peut contaminer 10 personnes autour d'elle, alors que pour le SARS-CoV-2, en moyenne, c'est 3. C'est ce fameux R0 dont vous avez dû entendre parler en mars-avril. Alors évidemment, le risque de transmission par l'air est accentué dans des conditions particulières comme les milieux fermés. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aérosolisation. Et vous voyez sur les 3 petites images, avec les mêmes procédés que tout à l'heure, on a pu colorer ces particules émises par les personnes infectées. Et vous voyez, une personne infectée, eh bien, c'est ce petit, complètement à gauche, ce petit nuage rouge. Et vous voyez que dans le temps, eh bien, ça se dissémine et ça peut effectivement toucher des personnes qui sont loin. Donc, ces petites gouttelettes, elles ont la particularité de rester plusieurs heures dans l'air et elles se diluent dans l'atmosphère. Donc, comment faire pour se protéger contre les micro-gouttelettes? Eh bien, les mesures correctives, donc théoriquement, c'est le fameux masque FFP2. Vous savez, ce masque canard dont on a pas mal entendu parler. Alors, il faut savoir que
on considère que la protection supérieure au masque chirurgical n'est que théorique. Il y a eu pas mal d'analyses de fait, dont celle que je vous mentionne ici, qui montrent qu'il n'y a pas vraiment de différence significative. Donc, ce qui est super important, c'est principalement d'aérer les pièces. C'est pour ça qu'on a récemment, au début de l'automne, rajouté dans les mesures barrières l'aération des pièces. Et alors, on dit 5 minutes toutes les 2 heures. Et puis, pour les patients, eh bien, ils doivent porter un masque anti-projection pour éviter de contaminer leur entourage. Donc, on peut se protéger chacun par un masque, même si ce ne sont que des masques chirurgicaux. Et ça va diminuer de façon drastique la transmission des macro-gouttelettes et des micro-gouttelettes. Alors, un petit point, bien sûr, sur la transmission manuportée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les macro-gouttelettes, eh bien, quand on tousse, ça se dépose dans le mètre qui nous entoure et donc sur nos mains. Donc, si on ne nettoie pas, le virus peut rester sur les mains, les surfaces et les objets pendant plusieurs heures. Un point très important, c'est que la persistance d'une activité contaminante dépend complètement du type de surface et des conditions environnementales. Le virus semble persister plus longtemps quand il fait froid et sa température maximale de reproduction, de multiplication, c'est 8 degrés. Donc, c'est pour ça aussi que l'hiver est une période propice à la multiplication du coronavirus, pas que du SARS-CoV-2, pareil pour les virus des rhumes banals. Et ça reste aussi plus sur les surfaces lisses que les surfaces rugueuses. Vous voyez, 3 heures en moyenne sur le papier, 2 jours sur le bois et les tissus. Et puis, il semblerait que ce soit un peu plus important sur le carton, le plastique, l'aluminium, le verre ou l'acier. Donc, important de se laver les mains. Et important de désinfecter les surfaces, mais je dirais c'est que c'est un virus qui est très sensible aux nettoyants habituels. L'eau, le savon, par exemple, marchent aussi bien que les solutions hydroalcooliques. Donc, un nettoyage classique des surfaces dans lesquelles on vit, on travaille, suffit amplement. On n'a pas besoin de produits particulièrement virucides. Un point important, le virus persiste plus longtemps sur les gants que sur des mains lavées régulièrement. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout recommandé de mettre des gants quand on s'occupe de patients Covid ou quand on vit avec, quand on a été en contact avec des personnes qui ont la Covid. Karine, oui. Est-ce qu'on peut rester un instant là-dessus? On a, par exemple, dans notre population d'entreprises et de salariés suivis, on a des femmes de chambre et qui changent les draps. Oui. Alors, pour moi maintenant, parce que les hôtels ne sont pas tous ouverts, mais qui changent les draps des personnes. Oui. Pour la recouche, par exemple, ça veut dire que c'est les mêmes draps qu'on retend. Oui. Et qu'on refait les lits afin que les clients puissent se mettre soit confortablement installés. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pratico-pratique? Parce que si on lit bien sur les tissus, ça resterait au moins 2 jours. Alors, c'est assez simple. Avant la Covid-19, est-ce qu'elle mettait des gants? Quand elle, comme vous dites, quand elle retendait les draps d'une chambre habitée. Dans les hôtels où il y a des moyens, oui. Mais dans la majorité des cas, non. Donc là, c'est exactement la même chose. Elles ne mettent pas de gants. En revanche, elles se lavent les mains avant d'entrer dans la chambre et elles se lavent les mains en sortant de la chambre avec de la solution hydroalcoolique, par exemple. D'accord, ok. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, si elles mettaient des gants, parce que la tradition de l'hôtel, c'est de mettre des gants, bien évidemment, il faut qu'elles enlèvent les gants quand elles sortent de la chambre et qu'elles en mettent une nouvelle paire. Donc, on ne garde pas, voilà, c'est la différence, on ne garde pas les gants quand on passe d'une chambre à l'autre. C'est d'ailleurs le même protocole que l'on utilise dans nos hôpitaux, dans nos cliniques. Alors, dans les hôpitaux, on n'est pas censé mettre de gants quand on va d'une chambre à l'autre, à part si on a un risque de bactéries multirésistantes. Il vaut mieux se laver les mains quand on rentre dans la chambre, faire ce que l'on a à faire et ensuite se laver les mains quand on sort de la chambre. Sauf bien sûr si on a des soins corporels à apporter, tout ce qui concerne l'élimination des
l'élimination des urines, l'élimination des selles, quand on lave le patient, etc. Évidemment, on met des gants. Je dirais que pendant la pandémie de Covid-19 ou pas, les situations où on mettait des gants pour rentrer dans les chambres sont les mêmes. Mais on ne met pas de gants à cause de la Covid-19. C'est compréhensible? Ok. Ok. Alors, je vais passer à la partie clinique. Pour vous rappeler, d'abord, une chose extrêmement importante, c'est bien la compréhension de l'infectiosité. Je pense que c'est très important de bien comprendre ça parce que ça permet aussi de relativiser les choses, en particulier sur l'éviction des salariés des entreprises. Et le fait que ça ne sert à rien de faire une PCR de contrôle pour faire revenir quelqu'un en entreprise. Alors peut-être que je touche un sujet qui est un peu touchy, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je vous parle d'un point purement médical. Vous avez donc sur cette diapo ce qu'on appelle un chronogramme qui va de 3 jours avant le début des symptômes jusqu'à 90 jours après le début des symptômes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'incubation du virus, c'est 5 jours. C'est-à-dire qu'entre le moment où on est en contact avec une personne infectée et le moment où on a des symptômes, on devient malade, il s'écoule en moyenne 5 jours avec 2 extrêmes de 2 à 7 jours. L'ARN, lui, persiste plus longtemps, 3 jours avant le début des symptômes jusqu'à 7 jours après le début des symptômes. C'est-à-dire qu'en fait, la période d'infectiosité, elle est relativement courte. Elle dure, vous voyez, 10 jours. Alors, pourquoi le SARS-CoV-2 est devenu une pandémie? Justement à cause de ces 3 jours qui précèdent le début des symptômes, puisqu'on peut être asymptomatique et être très transmetteur de virus. Ça, c'est ce qui nous a un peu, perdu dans cette pandémie. Donc, si on revient maintenant sur la courbe, sur le schéma de J-3, donc moins 3 jours jusqu'à plus 90 jours. Vous voyez le pic de charge virale, c'est donc la période d'infectiosité pendant laquelle on va transmettre le virus à nos voisins, va de 3 jours avant le début des symptômes jusqu'à en gros 5 jours après le début des symptômes. Donc vous voyez, comme je vous disais, en gros 8-10 jours pendant lesquels on peut transmettre. À partir du 5e jour, il n'y a quasiment plus de transmission virale. Donc, vous voyez, the majority of secondary infections occur prior to this point. Ça veut bien dire que quasi toutes les infections, donc les transmissions à notre entourage interviennent avant ce 5e jour. Quand on regarde au jour 10, à partir du 10e jour, le virus n'est plus cultivable. C'est-à-dire qu'on peut encore avoir une PCR positive dans le nasopharynx, mais ça ne veut pas dire que le virus est vivant, cultivable et donc transmissible. À partir du 15e jour, le virus n'est cultivable que chez les personnes qui sont sévèrement atteintes, donc hospitalisées en gros, ou immunodéprimées. À partir du 20e jour, c'est le jour le plus long auquel on a eu la possibilité de cultiver du virus. Et à 90 jours, il y a encore des patients qui ont des PCR positives, mais ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus infectieux. Donc, en gros, quand une personne est malade, elle a, on va dire, 7 jours de symptômes. On prend 2 jours sans symptômes, ça nous mène en gros au jour 10. Donc, à partir du 10e jour, la personne n'est plus contaminante, même si elle a une PCR qui reste positive et qui peut rester positive jusqu'au 90e jour. Alors, autrement dit, la règle en entreprise depuis quelque temps, c'est de dire que quelqu'un qui a été en contact, qui devient un sujet contact avec un collègue qui est Covid+, oui, au bout d'une semaine d'isolement ou de confinement, ça devrait suffire. Absolument. Absolument. Et après, derrière, ce n'est pas nécessaire, obligatoire de faire un test PCR pour que la personne puisse retourner à son poste de travail. Si au 7e jour, alors au 7e jour, on lui fait une PCR, on est d'accord? Oui. PCR ou test antigénique. On reviendra tout à l'heure. Je vais revenir sur les tests antigéniques.
pour l'instant, les personnes, alors, soit on fait un test PCR enfin, c'est pas soit, pardon, au 7e jour du dernier contact avec une personne malade, on fait un test PCR. Et ensuite, le PCR est positif ou négatif. S'il est négatif, c'est que la personne n'est pas infectée. Et on est d'accord qu'on reste en priorité sur les signes cliniques, même si on a des tests PCR un peu discordants. Alors, excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si quelqu'un est asymptomatique au bout d'une semaine, oui, et que son test bizarrement est positif ou douteusement positif, que ce soit PCR ou que ce soit antigénique, oui, ce qu'on a retenu, enfin, de mon expérience avec l'équipe de Covidom, c'est on dit que on attache de l'importance aux signes cliniques. Bah, s'il est asymptomatique mais avec une PCR positive, vous ne le renvoyez pas dans son milieu de travail, on est d'accord? On prolonge le confinement. Mais ça. Encore une fois, il faut distinguer, parce qu'il y a des signes cliniques mineurs, des signes cliniques majeurs et des signes cliniques spécifiques. Tout à fait. Alors, en fait, attendez, on va faire très simple. Vous avez quelqu'un qui est malade en entreprise. Donc, on fait le dépistage des personnes autour. On ne fait pas le dépistage immédiatement, on fait le dépistage 7 jours après le dernier jour de contact avec cette personne malade. Pendant ces 7 jours, les personnes sont isolées. OK. Et ensuite, on fait le dépistage. Si le dépistage est négatif, elle retourne au travail. Si le dépistage est positif, à ce moment-là, on prolonge de 7 jours. On est d'accord. Mais voilà. si le test antigénique ou le test PCR est douteux, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah après, s'il est douteux, c'est une PCR douteuse. Moi, j'en ai quasi jamais vu. Hein, c'est positif ou négatif. Hein. Non, mais c'est surtout en ce moment, on a beaucoup de pratiques de tests de TROD antigéniques. Oui. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est ça, et qui sont douteux. Oui. Bah moi je sais pas. Alors moi j'aurais tendance à répéter le test le lendemain, mais je sais pas trop ce que vous faites. Qu'est-ce que vous adoptez comme attitude, vous? Bah, on conseille aux gens d'aller se faire un test PCR parce que si le test TROD est douteux pour nous, c'est d'autant plus que les signes cliniques ne sont pas là, donc il faut absolument que l'on puisse s'assurer. Ah bah là, vous avez entièrement raison. Oui, c'est ça. Le lendemain, on fait un test PCR, puisque c'est le gold standard et j'y reviendrai là après. D'accord, ok. On est bien d'accord. Bon. Ok. Alors, facteur de risque de complications de Covid-19. Là, je vous ai mis une des publications parce que c'est une publication française. Donc, vous voyez, 66% des personnes hospitalisées et qui décèdent avaient au moins une comorbidité. Et parmi les comorbidités, c'est celles qu'on connaît bien maintenant, hein, l'obésité, le diabète, les pathologies respiratoires, cardiaques, etc., etc. Alors, les signes cliniques précoces sont assez classiques. Vous voyez principalement la congestion nasale ou le catarrhe nasal, anosmie, agueusie, grosse partie des patients. Un petit peu plus d'un tiers des patients ressentent une fatigue importante, de la fièvre, très très fréquent, myalgie, arthralgie, voilà, des choses assez classiques pour une infection virale. Ne pas oublier les troubles digestifs, nausées, diarrhée, la dyspnée chez un peu plus de la moitié des patients. Et puis, il peut y avoir une toux sèche, ça c'est très fréquent. Des signes de rhinopharyngite, c'est beaucoup moins fréquent. Donc, pour les gens qui ne sont pas médecins ou infirmiers, la dyspnée, c'est la difficulté à respirer. Exactement. Et l'anosmie agueusie, je crois que maintenant, c'est rentré dans le langage courant. C'est la perte de l'odorat et la perte du goût. Et le catarrhe nasal, c'est le nez qui coule.
Alors, je passe très vite sur cette diapo. C'était surtout pour vous montrer qu'en fait, la Covid-19, c'est une maladie qui est très complexe et qui allie une phase virale très précoce et pas très longue, en fait, avec ensuite une phase inflammatoire qui s'installe heureusement chez une minorité de patients, mais qui, elle, est responsable du décès. En gros, 80% des personnes infectées vont avoir soit pas de symptômes, soit une phase virale qui va guérir spontanément sans traitement en une semaine à peu près. Et puis, une partie des patients, une vingtaine de pourcents, vont avoir, suite à la phase virale, un emballement du système immunitaire qui va induire une réponse inflammatoire exacerbée et certains patients vont en décéder. Donc, vous voyez un peu comment ces deux phases se succèdent. Et toute l'histoire du traitement, c'est de savoir quelle phase on traite et quels sont les patients qui seront le plus à même de bénéficier de médicaments. Alors, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ne sont pas des médecins, mais je voulais quand même vous montrer ces images radio parce qu'elles sont tout à fait typiques. Quand nos collègues chinois, en janvier, nous ont dit on fait du diagnostic sur des scanners, franchement, en Occident, on s'est tous un peu moqué gentiment d'eux en disant, dis donc, depuis quand on fait un diagnostic de maladies infectieuses, pas tant du tableau clinique, mais de l'étiologie, c'est-à-dire la cause de la maladie infectieuse par scanner. Et quand on a commencé à voir les scanners, on s'est dit, mais en fait, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment très particulier. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle ces images périphériques, donc sous pleural, juste sous la plèvre qui entoure le poumon, et comme du verre dépoli. Vous voyez, c'est un peu granuleux, la gris granuleux, donc gris clair hein, sur le scanner. Et vous voyez sur ces deux coupes avec deux incidences différentes, très très périphérique et ça ressemble du verre dépoli. On ne peut vraiment pas définir ça autrement. Ça, c'est très typique de la Covid-19. Et ça reflète, c'est au stade du syndrome de détresse respiratoire ou pas? Alors là, on est non, parce que après le syndrome de détresse respiratoire, en général, on a plus de 75% du poumon pris. Ici, je dirais qu'on doit être, bon là, c'est juste une coupe, hein, donc après, en fonction de la hauteur, c'est plus ou moins important. Mais si vous regardez, par exemple, à droite, là, je dirais qu'on est à 10-25%. Donc là, c'est plutôt une atteinte modérée. Donc en gros, on fait 10-25%, 25-50%, 50-75% et plus de 75%. Donc le SDRA, donc le syndrome de détresse respiratoire aiguë, en général, c'est à partir de 50% du poumon pris. À côté des manifestations classiques dont je vous ai parlé, il y a toutes ces manifestations extrapulmonaires. Et en gros, c'est pour ça qu'on dit que la Covid-19, ce n'est pas simplement une infection virale, mais c'est aussi une infection c'est aussi une maladie de système, parce que ça touche tous les systèmes qui constituent le fonctionnement du corps, que ce soit le système neurologique, rénal, hépatique, gastro-intestinal, beaucoup de complications dermato, le système endocrine, le système cardiaque. Et puis, à cause de cette grande phase inflammatoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, un gros risque de faire des embolies pulmonaires, voire même des thromboses artérielles. Hein. On a eu des thromboses artérielles chez des patients qu'on a été obligé d'opérer pour enlever les thrombis qui bouchaient certaines artères, en particulier des bras ou des jambes. Et puis quand même, en gros, 20 à 30% des patients hospitalisés dans un service de médecine vont passer en réanimation pour des défaillances respiratoires ou multiviscérales. Donc la Covid-19, c'est une maladie qui est chez 80% des personnes pas grave, chez 20% assez grave pour les mener à l'hôpital, et chez 5% de ces 20, de la totalité, donc un tiers des 20%, ça va les faire passer en réanimation avec une intubation dans 50% des cas, et un taux de décès qui a varié heureusement en fonction des périodes. Je dirais qu'actuellement, le taux de décès de la Covid-19 chez les personnes hospitalisées, chez les personnes hospitalisées en réa, il est entre 15 et 20%. Alors, je passe aux méthodes diagnostiques. Comment on fait, oui, justement, pour en être sûr que il s'agit bien de Covid?
Eh bien, on a beaucoup de marqueurs. Donc, je vous les montre ici sur un autre chronogramme qui va de… donc, vous voyez là, la barre verticale en pointillé, c'est le début des symptômes. Vous avez les 2 semaines qui précèdent le début des symptômes et les 6 semaines qui suivent le début des symptômes. En général, quand on n'a pas de symptômes, à moins de faire du dépistage systématique ou dans le cadre d'une enquête sur un cas, la détection, elle est peu probable. Pourtant, à ce moment-là, on a quand même on a la possibilité de dépister. D'ailleurs, on dépiste des personnes asymptomatiques juste avant le début des symptômes. Alors, soit par PCR, donc ENP, c'est dans le nasopharynx. On peut aussi isoler du virus dans l'arbre respiratoire, par exemple quand on va assez bas dans la trachée, et puis évidemment dans les poumons. Et ce que vous voyez en vert, le LBA, c'est le liquide broncho-alvéolaire. C'est quand on met de l'eau dans les poumons et qu'on lave les poumons pour chercher des agents pathogènes. Et puis, vous avez à côté ce qu'on appelle les IgM, les IgG, les anticorps totaux. Ce sont les immunoglobulines M qui apparaissent très tôt au début de l'infection, donc en jaune. Et puis ensuite, on a les IgG, les immunoglobulines G, qui sont les anticorps, en fait. IgM et IgG, ce sont les anticorps. Quand on les additionne, c'est ce qu'on appelle les anticorps totaux. Et donc, vous voyez dans le temps comment persistent ces anticorps totaux et surtout comment disparaît relativement vite le virus, alors en particulier dans l'arbre respiratoire. Donc, vous voyez, l'arbre respiratoire, ça diminue assez vite. Dans le nasopharynx, ça reste longtemps. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'il y en a dans le nasopharynx que le virus est contaminant. Donc, le gold standard, c'est-à-dire l'examen de référence, c'est cette fameuse PCR qu'on fait avec la petite tige, l'écouvillon que vous voyez au milieu à droite. Les prélèvements rhinopharyngés sont plus sensibles qu'oropharyngés. Et on commence à développer des prélèvements salivaires, mais pour l'instant, leur performance n'est pas aussi bonne que les prélèvements rhinopharyngés. Et quand on pourra les utiliser, ça va quand même nous changer la vie, parce que vous savez tous, en tout cas pour ceux d'entre vous qui ont déjà été, écouvillonnés, que c'est un examen qui peut être très désagréable, en particulier quand on a les cornets du nez, c'est les trous, la partie supérieure du nez, quand c'est très étroit, ça fait très mal. Donc, la spécificité est excellente, c'est-à-dire que quand le test est négatif, quand le test est positif, il y a la maladie. Quand le test est négatif, ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas la maladie. Donc ça, c'est la sensibilité. Donc ça dépend complètement de la qualité du prélèvement. Il faut aller très loin. En fait, il faut buter contre le cavum, qui est l'espace du rhinopharynx qui est complètement au fond. Et ça peut faire mal. Et puis, ça dépend aussi de la dynamique de l'excrétion respiratoire. Mais je vais vous montrer une diapo après, vous allez bien me comprendre quand je parle de la dynamique de l'expression respiratoire. Alors, justement, les nouveaux tests, donc ces fameux tests antigéniques que vous voyez en haut à droite. Alors là, justement, vous voyez sur cette image anatomique où on doit aller avec l'écouvillon dans le rhinopharynx. On a maintenant, pour les tests antigéniques qui sont faits en médecine de ville, on peut utiliser des écouvillons qui sont un peu plus petits et on va plutôt dans le nasopharynx que dans le rhinopharynx. Donc, dans le nasopharynx, on va en fait beaucoup moins loin. Donc, vous voyez le cornet nasal moyen, le cornet nasal supérieur et inférieur. Eh bien, on va dans cette zone-là et on ne va pas jusqu'au fond au rhinopharynx. Et c'est là où vous voyez en fait la sensibilité des tests, tout l'enjeu de la sensibilité des tests, que ce soit le test PCR ou le test antigénique. Vous voyez en bleu la courbe du virus et toute la partie infectieuse. Eh bien, le test antigénique, il a ce qu'on appelle un seuil analytique bas, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même beaucoup de virus pour que le test antigénique le dépiste. En fait, le test antigénique, il ne va pas dépister l'ARN, il va dépister les protéines du virus. Le test PCR, lui, dépiste l'ARN. Et le test PCR a un seuil de sensibilité analytique qui est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'il va dépister du virus même quand il n'y en a pas beaucoup. Alors, vous voyez sur ce chronogramme, donc la montée rapide de charge virale et puis sa diminution un peu plus lente. Et puis, vous voyez les petits points, eh bien,
par exemple, je vous rappelais, je vous ai dit une 7 jours à peu près de période infectieuse, c'est ce que vous avez ici en orange. Eh bien, si vous faites un test antigénique tard, il sera négatif. Votre patient, effectivement, n'est pas contagieux. En revanche, le test PCR peut être positif, mais le patient n'est pas contagieux. C'est pour ça que le test antigénique, il est vachement intéressant pour ça. En revanche, le test antigénique, quand on n'a pas de symptômes, mais qu'on est en période pré-infectieuse, c'est cette petite période verte-là, vous voyez que le test PCR, lui, il sera positif. En revanche, le test antigénique a une sensibilité moins bonne, il sera négatif, alors que le patient a du virus. Et donc, le test antigénique, ça ne sert à rien de le faire trop tôt. Okay. Quelle serait la meilleure période pour faire ce test antigénique devant des personnes qui sont asymptomatiques dans ce cas-là, Karine? Eh bien, ça, il faut mettre ça en rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le chronogramme de l'infectiosité. C'est en moyenne 5 jours après un contact. Eh bien, si vous faites le test antigénique, par exemple, au 7e jour, là, vous êtes sûr que si le patient est infecté, le test sera positif. Donc, il ne faut pas le faire trop tôt. Et si vous faites une PCR, par exemple, à 5 jours, à 4-5 jours, ben là, la PCR risquera d'être positive si votre patient est infecté, alors que le test antigénique ne le sera pas. Parce que le test PCR va détecter du virus même quand il y en a peu, alors que le test antigénique, il faut qu'il y en ait beaucoup. OK. OK. D'où les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'utilisation des tests antigéniques. Donc, vous voyez, pour les personnes symptomatiques, et vous avez les 3 conditions, patient âgé de moins de 65 ans, qui n'a pas une forme grave de Covid-19, parce que si le patient a plus de 65 ans, une forme grave, il faut faire une RT-PCR, ou alors, si le résultat de la RT-PCR ne peut pas être obtenu dans un délai de 48 heures, et puis, pour les personnes asymptomatiques, le test antigénique doit être réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après le début des symptômes. Parce qu'autrement, on risque de se trouver, si je reviens en arrière, dans la situation où on va être un peu trop tard. Et puis pour les personnes asymptomatiques, eh ben, c'est principalement de l'orientation diagnostique. Comme vous voyez ici, des situations quand on va faire du dépistage à large échelle, pour des actions de proximité, en articulation avec de l'offre de soins. Parce que on risque de rater quand même des personnes parce qu'on les dépisterait trop tôt. OK ? OK. Vous avez enfin les tests sérologiques. Alors, je vous en parle, mais vous voyez qu'il n'y a plus tellement de place pour les tests sérologiques. Alors, c'est assez facile à faire. Hein. C'est quelques gouttes de sang, un test de diagnostic rapide. Donc, vous voyez ici les petits schémas. Certains tests sont validés en France. Donc, il y a c'est accessible sur le site du ministère de la Santé. Comment va-t-on positionner tous ces tests? Donc ça, c'est la Haute Autorité de Santé. Donc en fait, l'ARN viral, c'est pour l'infection aiguë, hein, on est d'accord. Donc ARN viral ou test antigénique. En revanche, les anticorps, c'est vraiment de l'infection ancienne. Donc ça doit être réservé pour de la surveillance épidémiologique ou encore pour redresser un diagnostic a posteriori. Donc, voilà, pas beaucoup d'indications à la sérologie en dehors de cas très particuliers. On a une question sur la durée de l'immunité après une infection. Autrement dit, est-ce qu'on sait si le fait d'avoir fait lors de la première vague, on pense avoir fait le Covid, est-ce qu'on est protégé pour la deuxième vague pour pouvoir aller boire des canons avec les copains? Alors ça, c'est la question à 10 €. Alors, il y a beaucoup de personnes qui font un Covid et qui n'ont pas d'anticorps, en particulier alors, les asymptomatiques, mais parmi les asymptomatiques, il y en a certains qui développent quand même des anticorps, et puis les personnes qui ont eu des symptômes modérés. Donc, beaucoup
ont peu d'anticorps et en tout cas, ils perdent leurs anticorps au fil du temps, en gros au bout de 3-4 mois. Les personnes qui ont fait un Covid sévère, qui les ont amenés à l'hôpital ou qui ont eu beaucoup de symptômes, ceux-là gardent des anticorps et ces anticorps actuellement persistent au-delà de 6 mois. Probablement que ces anticorps sont neutralisants, c'est-à-dire que si vous rencontrez de nouveau le virus, vous devriez soit ne pas être infecté, soit faire une forme mineure. Mais on a quand même vu des personnes qui avaient fait un premier épisode, qui ont perdu leurs anticorps et qui se sont réinfectés. Alors heureusement, ça reste une minorité, mais on a décrit des cas comme ça. Dans tous les cas, il ne semble pas que ce soit une infection qui est très immunisante. Donc moi, je ne courrais pas le risque de me dire « Ok, j'ai été infectée pendant la première vague, c'est bon, voilà, je fais la fête pendant la deuxième ». Je resterai très sage en attendant le vaccin. Voilà, précautionneuse en attendant le vaccin, ce d'autant qu'on a rapporté dans la littérature des cas de personnes qui ont fait un Covid peu grave pendant la première vague et qui ont été hospitalisées en réanimation avec un deuxième Covid pendant la deuxième vague. Alors, ce n'était pas en Europe, mais c'était des cas rapportés en Asie. Donc, bon, il faut toujours faire attention. Donc, autrement dit, toutes ces personnes-là, de toute façon, sont aussi candidates au vaccin. Absolument. Et alors, ce qui va probablement, je ne l'ai pas vu dans les recommandations de l'HAS, mais on pourra en parler après, il ne faut surtout pas faire de sérologie avant de se faire vacciner. Hein. On vaccine tout le monde, point barre. Qu'on ait ou pas une Covid. Et comment on pourrait mesurer la charge virale? Une question dans la salle. Alors oui, c'est une très bonne question. Actuellement, les tests PCR qu'on utilise sont des tests qualitatifs en routine. En revanche, nous, à l'hôpital, on a accès à des tests quantitatifs. Donc, il y a des techniques qui viennent d'être mises au point, que ce soit dans le sang pour les personnes immunodéprimées qui font des Covid qui durent un peu, ou dans le rhinopharynx. Donc, on peut mesurer. Ce n'est pas un test qui est couramment utilisé parce que ça n'a pas trop d'implications thérapeutiques et ça coûte un peu cher. Donc, on fait plutôt de la RT-PCR qualitative, c'est-à-dire oui-non, en fait. Il y a du virus ou il n'y a pas de virus. Après, vous savez, il y a quand même le CT qui est fait avec certains tests. Donc, le CT, c'est Cycle Threshold. C'est un terme anglais qui dit que ça correspond à de la PCR, en fait. Vous savez, pour diagnostiquer du virus, en fait, on utilise une technique qui amplifie le virus. Plus on doit faire de cycles d'amplification pour trouver du virus, moins il y a de virus. Donc, quand on vous rend un CT bas, ça veut dire qu'on a fait peu de cycles d'amplification, donc il y a beaucoup de virus. Quand on vous rend un CT haut, on a été obligé de faire beaucoup de cycles, donc il y a très peu de virus. Donc, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça qu'il faut lire. Professeur Lacombe, il nous reste 7 minutes. Est-ce qu'on pourrait rapidement passer sur les pistes thérapeutiques et puis surtout sur les vaccins? Oui, voilà. On ne va pas trop faire le traitement. Je voulais vous montrer, voilà, l'hydroxychloroquine. On a des données vraiment très solides qui montrent que ça ne marche pas et que même quand on l'associe à l'azithromycine, ça augmente la mortalité. La dexaméthasone, les anti-inflammatoires, ça marche très bien. Je voulais juste vous montrer ça. Ça diminue de 20% la mortalité chez les personnes hospitalisées sous oxygène et 35% quand on est en réanimation. Donc, ça change quand même le pronostic de la Covid-19. Et puis, pour ceux d'entre vous, en particulier les médecins, si vous voulez avoir des recommandations très à jour de l'utilisation des médicaments dans la Covid-19, je vous invite à télécharger cette petite appli que vous voyez à droite, Rocco Covid Plus APHP, que vous avez dans tous vos stores Android ou iOS, et on les met à jour une fois par semaine. Donc voilà, donc là je passe très vite parce que c'est tout dans cette petite appli. Et un point important, mais ça c'est en hospice, les soins de support, l'oxygénothérapie et les anticoagulants. Donc je ne passe pas plus de temps dessus pour vous parler un peu des vaccins. Alors les vaccins, où en est-on? Eh bien justement ce matin, l'HAS a publié sa stratégie de priorisation pour initier la campagne de vaccination. Donc, double objectif, réduire les hospitalisations et les décès et maintenir les activités essentielles du pays, en particulier celles du système de santé. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu 2 critères qui ont été pris en compte pour établir cette priorisation. L'existence d'un facteur de risque individuel de développer une forme grave de la maladie et l'exposition accrue au virus.
Donc, je vous invite à aller voir le contenu de ces recommandations. Elles viennent d'être mises en ligne. Donc, en gros, on va, comme les vaccins vont arriver petit à petit et qu'on ne va pas avoir 66 millions de doses au 1er janvier, il a été décidé et que quand même 80% des personnes sont pas malades de la Covid-19. On va vacciner en priori celles qui décèdent, celles qui sont à risque de passer en réanimation et les personnes qui s'en occupent. Je trouve que c'est assez logique vu l'accès, on va dire, progressif aux doses vaccinales sur le marché. Alors ensuite, va se poser la question de l'organisation matérielle. Et ça, c'est en cours de discussion. J'espère que dans les 15 jours, on aura des recommandations qui vont être assez précises. Le type de vaccin qui va être mis à disposition, donc je pense que ça vous intéresse. Probablement que les premiers vaccins qui vont arriver vont être les vaccins à ARN. Donc, vous en avez tous entendu parler, hein, vaccin de Pfizer, vaccin Moderna. En France, on va surtout avoir du vaccin de Pfizer en première ligne. Donc, c'est un vaccin qui, sur 45 000 personnes aux États-Unis vaccinées cet été, et alors vaccinés aux États-Unis parce qu'en fait, ils étaient en pleine période épidémique. Donc, pour évaluer l'efficacité d'un vaccin, il faut qu'on soit en période épidémique. C'est normal. Et en Europe, heureusement, l'été, on était en période creuse. Donc, ces 45 000 personnes, eh bien, parmi celles qui ont développé, malgré la vaccination, la Covid-19, donc, une partie était vaccinée avec le vaccin et l'autre avec un placebo, et bien en gros, sur 100 personnes vaccinées, sur 100 personnes qui ont fait une Covid, 90 étaient vaccinées avec le placebo et 10 avec le vaccin. En gros, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 90% d'efficacité du vaccin. C'est très, très gros, hein, c'est vraiment pour faire de la vulgarisation. Donc, il faut retenir deux choses de ces premiers résultats. C'est qu'un, c'est un vaccin qui semble immunogène quand même, hein, c'est-à-dire qui induit une réponse anticorps avec 2 injections. Mais deux limites. Pour l'instant, la protection vaccinale qui est conférée, eh bien, on ne peut pas l'évaluer à moyen ou long terme. En gros, par exemple, on ne sait pas à 6 mois quelle quantité d'anticorps persiste. Donc, on sait que ça protège à court terme, mais on ne sait pas à moyen et encore plus à long terme. Et puis, l'autre chose, c'est pour l'innocuité. C'est une technique vaccinale que l'on ne connaît pas. Mais en tout cas, à court terme, il n'y a pas eu d'effet secondaire. Maintenant, il faut voir à moyen et long terme. Donc ça, c'est un peu l'inconnu et c'est vrai, c'est ce qui fait un peu peur à une partie de la population pour se faire vacciner l'esprit complètement libre. C'est pour ça que dans une deuxième vague arrivent des vaccins qui ont été faits avec des stratégies qu'on connaît mieux. Par exemple, des vaccins inactivés, etc., des vaccins vivants atténués. Donc ça, c'est des technologies vaccinales qu'on connaît mieux, mais le développement est un peu plus long et donc ils ne sont pas encore prêts d'arriver sur le marché. Ils vont arriver assez vite, hein. Ce qui veut dire aussi qu'on va avoir un cocktail en fait, de vaccins qui vont arriver sur le marché. On va avoir plusieurs types de vaccins et pas un seul. Donc ça aussi, c'est important à prendre en compte dans la priorisation. Parfait. Donc, au lieu de boire des cocktails, on va se faire des injections mélangées de vaccins, c'est ça? Non, alors, non. Quand on va être vacciné avec un vaccin, il faudra qu'on soit revacciné avec le même vaccin. On ne va pas se vacciner d'abord avec un vaccin ARN et ensuite passer à un vaccin avec un vaccin inactivé, par exemple. Donc, non. Mais en revanche, peut-être que les 3 premiers mois, ce sera du vaccin ARN, puis à partir de mars, on aura un vaccin inactivé, et puis, vous voyez. D'accord, très bien. On aura l'occasion tout à l'heure, si vous voulez bien, Karine Lacombe, vous restez avec nous afin de pouvoir répondre, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les vaccins. Ah, alors, je ne vais pas pouvoir rester très, très longtemps. Mais voilà, je voulais juste remercier tout le monde. Et puis, hop, je vais finir de partager. Comme ça, on va se revoir. Là, vous me voyez peut-être, non? On vous voit. Voilà. On va passer à Patrick.
Jourdain. Donc, Patrick Jourdain est professeur en cardiologie. Excusez-moi, si on répond, parce que je vais vraiment pas pouvoir rester plus longtemps, surtout si les questions viennent après. Je suis désolée. On peut poser les questions maintenant. S'il y a des questions urgentes. Ça ne dérange pas, Patrick? Non, il n'y a aucun problème. Prioritaire, Madame Lacombe. Aucun problème. Alors, est-ce que… J'ai pris des engagements pour après. Je pensais qu'on s'arrêtait à 19h, c'est pour ça. Quel sera le vaccin le plus efficace, nous demande Claire. On ne sait pas, on ne peut pas répondre là. Parce que pour l'instant, on n'a que des résultats partiels sur les vaccins qui vont arriver. On a en particulier des résultats sur les 2 vaccins ARN. On a des résultats sur le vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin inactivé, qui semble un peu moins élevé que les vaccins ARN. Après, 70%, 90% d'efficacité vaccinale, c'est très important, hein. Donc, on est plutôt optimiste, en fait. En tout cas, comme je vous ai dit, il y avait 2 choses importantes à retenir de ce que j'ai dit des vaccins, hein. C'est la durée de protection, et pour l'instant, on ne la connaît pas, et puis la tolérance à moyen et long terme. Très bien. Est-ce qu'il faudra revacciner tous les ans, comme pour la grippe? On ne sait pas encore. On ne sait pas. Ça, on vaccine déjà la première dose, après on verra. Voilà. Je peux poser une petite question. C'est qu'on a affaire à une pandémie extrêmement récente. Je veux dire, elle a moins d'1 an. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit que le développement, l'acquisition des connaissances scientifiques et le développement des vaccins a été extrêmement rapide. Donc, c'est normal qu'il y ait encore pas mal d'inconnus. La durée de la protection vaccinale, on ne la connaît pas. Les effets secondaires à long terme, on ne les connaît pas, mais on est quand même plutôt rassuré parce que ce sont des technologies vaccinales qu'on connaît en dehors des vaccins ARN. Le nombre d'injections, est-ce qu'il va falloir pour se revacciner tous les ans, on ne sait pas. Donc, il y a encore pas mal de choses qu'on ne sait pas. Est-ce que les sujets vaccinés qui font l'infection, dans ce cas-là, auront-ils des formes moins graves ou voire même pas létales? Eh bien, tout l'enjeu, en fait, avec la vaccination, on vise 2 choses. Soit à atténuer les symptômes de la maladie. Et par exemple, il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà été vaccinés contre la grippe, qui malgré tout ont fait des grippes, mais en général, ce sont des grippes qui ne sont pas sévères. Donc ça, c'est plutôt réconfortant. Ou alors, carrément, empêcher qu'on soit malade. C'est le cas, par exemple, quand on se vaccine contre la rougeole, quand on est vacciné, c'est possible, hein, mais il est extrêmement rare de faire une rougeole. Est-ce que je peux poser une petite question? Oui, Patrick. Alors moi, c'est une question très bête, c'est de dire, j'ai entendu parler de l'histoire des visons au Danemark, etc., qu'il y avait des variants et qui avaient recontaminé des gens. Alors j'avais 2 petites questions. Est-ce que, 1, il faut s'en inquiéter, et 2, est-ce que le fait qu'il y ait des variants comme ça veut dire que probablement on peut peut-être se trouver comme dans la grippe avec plusieurs variants qui circulent? Absolument, bien sûr, bah, c'est le risque, hein, c'est une zoonose. C'est-à-dire que les animaux sont infectés, le réservoir n'est pas uniquement humain. C'est pour ça que ça va être extrêmement difficile d'éradiquer ce nouveau coronavirus. Et donc, on a 2 espoirs, soit que la vaccination permette de contrôler la pandémie, soit qu'à un moment ou à un autre, par mutation successive, le virus devienne moins virulent. Alors, vous savez, il y a une petite histoire là-dessus, c'est Bruno Lina qui commence à en parler. Bon, Bruno Lina, c'est un grand virologue qui travaille à Lyon, qui est spécialiste des virus respiratoires. Et il semblerait qu'un des coronavirus, là, un des 4 coronavirus banals qui donnent les rhumes saisonniers, ben, en fait, quand il a émergé au Moyen-Âge, a donné une pandémie qui a tué des millions de personnes, dont on pensait initialement que c'était un virus type influenza, donc comme un virus grippal. Il semblerait qu'en fait, c'était un corona. Et ce corona, ensuite, eh bien, est passé dans la population et probablement muté par pression de sélection de l'hôte et donc devenu moins virulent. Donc, c'est peut-être ce qui se passerait à court terme, enfin à moyen terme, à moyen ou long terme avec ce virus-là. Une dernière question et après, on vous laisse partir, Karine. Est-ce qu'il y aurait une 3e vague après avoir confiné papy et mamie dans la cuisine avec la moitié de la bûche? Alors, bah écoutez,
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Parce qu'à chaque fois que je dis on risque une troisième vague, je me fais lyncher, insulter et menacer de mort sur les réseaux sociaux. Oui, enfin, la dynamique épidémique telle qu'on la voit, oui, si on fait rien, il y aura une troisième vague. Après, toute la question, c'est l'intensité de cette troisième vague et est-ce que la vaccination, le déploiement de la vaccination rapidement et à large échelle permettra non pas d'éliminer complètement cette troisième vague, mais au moins d'en atténuer au maximum les effets. Alors, je dirais qu'on va avoir un modèle grandeur nature, puisque il y a eu Thanksgiving aux États-Unis, là, qui a eu je ne sais pas combien de millions de déplacements, de vols, etc. Donc, on va voir dans 15 jours, hein, si on a une augmentation importante du nombre de cas aux États-Unis, on peut se dire que, ça risque de nous arriver après Noël. On a déjà vu ça aux États-Unis, au Canada, parce que le Thanksgiving au Canada, c'est le 19 octobre. Et 15 jours après le 19 octobre, ils ont eu une multiplication par 10 du nombre de cas de coronavirus. Donc, je dirais, voilà, quitte à me faire lyncher, oui, on va vers une troisième vague. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas rester toute sa vie confiné avec un arrêt de la vie économique et sociale. Et tout l'objectif, eh bien, on a eu, alors j'essaie de montrer avec mon doigt, hein, on a eu une première vague comme ça, puis on a fait ça, puis on a eu une deuxième vague comme ça, puis on a fait ça, puis on aimerait avoir une troisième vague comme ça. Et puis peut-être que ça s'arrête là grâce à la vaccination, en gros, parce que ce serait la vaguelette, quoi. On y arriverait, ouais. Ok. Un grand merci en tout cas. Voilà, mais merci à vous. À très vite. Je suis désolée d'avoir à vous quitter et à très bientôt. Pas de souci, je reste à votre disposition. Un grand merci. À tout le monde. Merci avec le Karine, Zoom, à bientôt. Je ne peux pas entendre votre voix, mais voilà, je vois que vous êtes très nombreux en ligne. Merci et bon à vous. courage à vous tous. Au revoir. Merci. Hop. Ah, Patrick. Alors, depuis tout ce temps qu'on pratiquait la politique en France depuis le début de l'année, tester, isoler et protéger. Et protéger, exact. Et depuis quelque temps, on a vu arriver le terme de contact tracing. Il me semble que tu es tout à fait la personne indiquée pour nous parler de contact tracing, de repérage précoce et surtout de prévention et d'isolement avec un nouvel outil qui s'appelle la télésurveillance. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette plateforme que tu pilotes depuis le mois de mars maintenant? Voilà, et que j'ai créé donc entre le 2 et le 9 mars. Donc, ce qu'il faut voir, comme on l'avait dit tout à l'heure, que la chose vraiment importante, c'était de se dire que ce Covid avait donc deux effets. Le premier effet, c'était la gravité, telle qu'on l'a vu. Et le deuxième effet, c'était véritablement que les foules de gens stressés, pas bien, etc., allaient effectivement encombrer le système de santé. Et très clairement, ce qui a fait qu'on a dû le faire en 8 jours, c'est parce qu'à cette époque, si certains s'en souviennent, il y avait commencé à y avoir des émeutes dans certains hôpitaux français. Je vous dirai pas où. Il y a un patient qui est mort dans la salle d'attente en éternuant, en toussant, et tous les gens qui étaient là ont eu une crise de panique et se sont répandus dans l'hôpital. C'était à Paris. Et donc, il fallait vraiment faire quelque chose dans un climat où, si vous vous souvenez bien, tous les soirs sur BFM, on avait le nombre de morts. Et donc, vous savez que la télésurveillance en France, c'est quelque chose qu'on avait mis sur pied déjà il y a quelques années, et je m'en étais occupé au niveau du ministère, qu'on appelait les expérimentations étapes, qui permettaient d'un côté de dire on va mettre un cadre pour la téléconsultation, la téléexpertise. Ce qui est important, la téléconsultation, c'est quand vous avez un lien médecin-patient. La téléexpertise, c'est par exemple quand vous, médecin du travail, vous demandez l'avis à un spécialiste par rapport à un patient. Et puis, le troisième élément, c'était également tout ce qui était télésurveillance. Et à l'époque, c'était focalisé dans les cliniques. La télésurveillance, c'est quand on surveille soit avec des objets connectés, soit avec le patient, à distance, des éléments de santé pour une donnée plus ou moins longue. Et là, l'idée, ça a été de se dire, il faut qu'on puisse déployer à l'échelle de la région ou de la nation en quelques jours, qui nous permettent de surveiller les gens pour les maintenir en sécurité chez eux et les rassurer. D'autre part, de suivre les symptômes du virus, puisque vous vous souvenez, à l'époque, on ne savait rien et qu'il n'y avait pas de test. Et donc, on était très embêtés pour savoir qui avait quoi. Et la troisième chose, c'est pour pouvoir détecter précocement les gens qui n'étaient pas bien pour leur envoyer des SAMU à domicile. Et donc, on a créé cette plateforme
on a choisi une entreprise qui nous a mis une plateforme centralisée que tout le monde pouvait joindre sur son téléphone, sur son iPhone, sur un ordinateur, n'importe quoi. Et là, en fait, comment ça fonctionne? Si vous êtes médecin, rentrez un patient, ça vous prend moins de 3 minutes. Vous rentrez nom, prénom, date de naissance. Et après, vous allez avoir quelques éléments qui vont être demandés. Dès que vous allez rentrer ça, le patient va recevoir un SMS pour lui dire « Est-ce que vous êtes d'accord, vous validez vos conditions générales d'utilisation ?» comme si vous aviez acheté un service sur Apple. Mais ça nous permet d'être sécurisé par rapport au consentement du patient. Et à partir du moment où c'est ça, en fonction de son degré de risque d'avoir une complication, le patient recevait soit un questionnaire par jour, soit 2 questionnaires par jour, sur lequel il apprenait à rentrer ses données de santé. C'était des choses très simples. Respiratoire, la fréquence cardiaque, la gêne respiratoire, les frissons, la température, les malaises. Et en fait, tous ces éléments-là, on apprenait au patient à le prendre en charge avec des tutos, etc. Et puis, quand le patient n'avait pas d'alerte, il n'était pas appelé. Quand il avait une alerte ou qu'il n'était pas répondant, il était appelé. Et c'est là où il faut signaler, je vais dire encore une fois, la grande mobilisation de tout le monde, tous les soignants, mais également tous les non-soignants, parce que sur cette plateforme, on a formé plus de 3000 personnes. C'était des médecins, dont une bonne partie de médecins du travail, bravo. Ça a été des infirmières, encore une fois, bravo. Et ça a été également des gens de la société civile. On a eu beaucoup de gens de l'hôtellerie, par exemple, qui ont été servis de téléopérateurs qui appelaient les patients pour les aider à activer leur compte. Et en fait, ces patients-là, donc avec ça, on surveillait. Il y avait un des intervenants qui les appelait en cas d'alerte, qui vérifiait que le patient ne se soit pas trompé, qui le rassurait. Et ça, c'est important parce qu'il y avait beaucoup de stress dans la population. Et on a pu comme ça déclencher des patients qui n'étaient pas bien. C'est-à-dire que, par exemple, on a déclenché le SAMU avec la plateforme. Et actuellement, cette plateforme à l'échelon de la région, qui suit à la fois des patients Covid rentrés principalement par la ville, à la fois des patients détectés par le PCR positif ou des patients contacts. Sur l'Île-de-France, actuellement, on prend en charge 800 000 patients, quasiment. On les aura demain. Et tout ça pour vous dire qu'on a géré 330 000 alertes. Donc, ça peut paraître énorme, et c'est énorme, avec près de 2 millions de questionnaires qui ont été traités. Et les alertes, en particulier les alertes rouges, ont été traitées en moins de 5 minutes en moyenne. Donc, vous voyez qu'on a inventé tout ça, on a massifié, et c'est ça qui est particulièrement nouveau et qui nous permet d'envisager la télésurveillance pour suivre le patient, parce qu'on a pu le faire en première vague et on a pu le faire en deuxième vague, avec 3 impacts majeurs. Le premier, c'est le taux de satisfaction des patients qui est de plus de 95%. Le deuxième, c'est le taux de satisfaction des médecins utilisateurs, plus de 94% de satisfaction. On se croirait presque en Corée du Nord. Et le troisième élément, c'est le changement de comportement du patient. Quand on demande aux patients « Qu'est-ce que vous auriez fait s'il n'y avait pas eu Covidom ?», 2/3 des patients vous disent « Je serais allé aux urgences ». Le dernier patient que j'ai inclus, il avait appelé 14 fois le SAMU dans les 7 jours précédents. Et ça nous permet également d'identifier, parce qu'on a une cellule de data science, quand est-ce que les patients s'aggravent. Et ça, c'est très important. Tout à l'heure, Karine Lacombe vous l'a dit, le groupe entre 7 jours et 15 jours des symptômes, c'est hyper grave. On a un pic d'aggravation et de SAMU qui est extrêmement important et le patient ne meurt pas du Covid, il meurt de sa réaction inflammatoire sur le Covid et ça, c'est extrêmement important et ça, on le voit très facilement. De même que maintenant, on est arrivé à travailler nos algorithmes avec une école qui s'appelle l'INRIA et on sait, par exemple, que chez un patient de plus de 65 ans, des éléments qui auraient fait une gravité même moyenne chez un jeune vont être déjà de très haute gravité. Mais c'est une grande première et la France là-dessus, on est vraiment en pointe puisqu'on a la plus grande expérience mondiale dans ce type. Est-il vrai que les sujets qui font le Covid ou qui s'aggravent avec un Covid sont souvent des sujets âgés, Patrick? Alors, c'est vrai, mais c'est pas que vrai. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, quand on va regarder, à chaque fois, on va nous dire que ça touche la personne âgée et fragile. C'est vrai. Ceci dit, ce qu'il faut voir, c'est qu'une personne âgée ou fragile, si elle avait une grippe, ses chances d'avoir une évolution sévère est à peu près la même dans le Covid et dans la grippe. Alors qu'une personne jeune, elle n'aurait jamais eu de sévérité majeure avec la grippe, ou très rarement, alors que là, dans le Covid, elle va en avoir plusieurs pourcents. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est-à-dire que moi, là où je me méfie, bon, bien sûr, il y a le patient âgé, mais en général, le patient âgé qui a des comorbidités, il va être sévère d'emblée.
C'est-à-dire que d'emblée, en fait, il va décompenser ses autres pathologies. Il va avoir la fréquence cardiaque élevée, la fréquence respiratoire élevée. Lui, vous savez, de toute façon, c'est plié, il faudra l'hospitaliser, mais pas forcément à cause du Covid directement, mais parce que le Covid va décompenser son insuffisance cardiaque, son insuffisance respiratoire, son diabète. Par contre, un jeune, lui, il va pas paraître sévère au début, et d'un seul coup, en 48 heures, il va se dégrader. Il va augmenter sa fréquence respiratoire dans une proportion très forte. Il saturation qu'une fois qu'il aura épuisé ses muscles respiratoires. Donc attention aux faux amis de la saturation, surtout chez le jeune. L'élément clé, c'est la fréquence respiratoire. Et moi, j'ai un petit test que je vous conseille, qui est vraiment que je trouve important et qui est pourtant pas très compliqué, que tout le monde peut faire. C'est le test de la phrase. Quand vous arrivez comme moi à dire à quel point vous êtes content d'être dans ce webinaire et qui est merveilleusement organisé, que c'est un plaisir d'être parmi vous, vous savez que je n'ai pas une atteinte respiratoire sévère. Celui qui est obligé de respirer tous les 3 mots, celui-là, quoi que vous en pensiez, il est sévère. Et donc, c'est ça qu'il va falloir regarder. Et en l'occurrence, le patient jeune, méfiance, je vous donnerai juste un petit chiffre. On a suivi 5878 enfants de moins de 18 ans. On a quand même déclenché quasiment une centaine de SAMU. Donc, vous voyez, les jeunes, c'est pas grave, mais il y en a chez qui c'est quand même grave. Mais il paraît que ce sont les jeunes qui se contaminent beaucoup plus que les vieux. Alors, ce qu'on nous dit, c'est ça. En fait, quand tu regardes les courbes, en fait, et le taux de positivité PCR pour l'âge, dans la même classe d'âge, en fait, c'est quasiment équivalent. La seule différence, c'est que les jeunes, ils font plus de rencontres que les vieux, surtout ceux qui ont un déambulateur. Et donc, par définition, c'est eux qui vont être contaminés en premier. Donc, quand tu fais au début de l'épidémie, tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Et nous, on le voit très bien dans Covidom. Les premiers qui sont rentrés, c'est les jeunes. Puis après, c'est les vieux. Et c'est là où tu sais que tu as franchi le pic parce que les vieux ont été touchés. Donc ça, c'est important. Ça touche les jeunes comme les vieux. Après, ce qu'on va dire, c'est qu'une grande partie des jeunes vont faire des formes peu symptomatiques. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas de maladie sous-jacente, ils ne vont pas les décompenser. Donc en fait, ils ne vont pas détecter leur Covid. C'est ça la grande différence. Mais attention chez le patient jeune. Et il y a une question tout à l'heure pendant que Karine parlait, c'est on a fermé des bars et des restaurants et on a laissé quand même les gens déjeuner, prendre leur café en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Eh bien, écoute, moi, ce que je dirais sur les petites analyses qu'on a, qui n'ont de valeur que dans ce que je vous dis, c'est-à-dire une analyse spécifique à un moment donné sur les modes de contamination, très clairement, c'est plus que les bars, qui sont quand même pas très fréquents, pas toujours très fréquentés, sauf chez les jeunes. En fait, c'est vraiment l'élément de restauration collective. Et donc, effectivement, il y a autant de risques à avoir le petit café sans mesure barrière autour de la machine à café que d'être dans un bar le soir en faisant la fête. C'est une question de densité de gens et de moments sans et de distanciation sociale. Très clairement, c'est qu'il faut favoriser la machine à café individuelle ou le thermos à café, parce que je crois qu'il y a beaucoup de risques dans ce moment-là, justement, qui sont les moments de convivialité que les gens recherchent. Après, très clairement, la vraie question, c'est qu'il faut se dire qu'on va vivre avec ce virus, puisqu'il ne va pas disparaître d'un seul coup. Donc, il faut simplement adapter notre mode de vie. Je pense qu'on n'arrivera pas à se passer ni des bars ni des cafés pendant longtemps. Il me semble qu'on a plus de cas positifs parce qu'on teste plus. Qu'est-ce que tu dis de ça? Alors, en valeur absolue, tu as raison. C'est-à-dire que plus on va tester, plus on a des chances d'avoir des positifs. Ce qu'il faut regarder, c'est le taux de positivité. Le taux de positivité en première vague, il est monté jusqu'à 30%, même 35% en Île-de-France. Et là, en fait, en deuxième vague, il est monté jusqu'à 20%. Donc, en fait, ce taux de positivité, lui, il n'a pas bougé. Il a bougé puisqu'on était à peu près 2-3% quand on était en juin. Donc, il a évolué avec l'épidémie. Mais on ne va pas dire que le taux de positivité maintenant est supérieur à ce qu'il y avait en première vague. Ceci dit, je mettrai un petit bémol. En première vague, on a les gens à l'hôpital. Voilà. Donc, c'est difficile de contrôler. Mais ce qui est sûr, c'est que le nombre de gens positifs n'est pas lié au testing systématique des gens. Voilà. Après, ce que je trouve intéressant, moi, c'est que autant la première vague, vous vous souvenez, c'était la panique. Il y a beaucoup de cabinets libéraux qui avaient été fermés. Vous vous souvenez de cette affaire-là. Les gens sont arrivés en vague d'un seul coup parce qu'on n'avait pas prévu tellement les choses. Et à l'époque, on hospitalisait beaucoup les gens, ce qui les mélangeait beaucoup, les gens peu malades, les gens très malades, les gens à haute dispersion virale. Alors que là, en deuxième vague, on a l'impression que pour le nombre de gens qu'on a détectés positifs, il n'y a pas eu une pression aux urgences massive. Enfin, je parle en tout cas en Île-de-France, parce que ça n'a pas été la même chose dans les régions.
Et autant la première vague, où on a eu quand même un certain nombre de morts, tout ça, si on regarde, il n'y a une surmortalité que dans 2 grandes régions, le Grand Est, l'Île-de-France. Là, ce qui fait la différence de cette vague actuelle, c'est que ça a touché beaucoup plus de régions. Et là encore, il y a certaines régions qui ne sont pas touchées, en particulier tout l'arc atlantique, donc la Bretagne, un peu tout ce qui va être Aquitaine, etc. Et donc qui, eux, doivent encore être touchés. Je ne sais pas quand, mais ils ne sont pas encore touchés. Avant de prendre les 2 dernières questions pour Patrick Jourdain, je vous invite à répondre au sondage. Si quelqu'un peut le faire publier, ce serait bien, pour qu'on puisse faire passer le sondage auprès de nos équipes qui assistent à notre webinaire. Il me semble, Patrick, qu'on a... attends, je reviens sur ma question. Quelle est l'articulation de Covidom justement avec la cellule de contact tracing mise en place par l'assurance maladie? Eh bien, justement, en fait, initialement, toutes les inscriptions dans Covidom se faisaient par le médecin du travail ou médecin d'ailleurs. Et tout médecin en Île-de-France, qu'il soit public ou privé, quel que soit son mode d'exercice. Après, on a eu dans deuxième vague, en fait, à partir de juin, nous, on a été choisis par l'Agence régionale de santé Île-de-France pour justement pouvoir gérer et suivre pour l'isolement, mais également les urgences vitales, l'ensemble des patients qui ont été identifiés par l'assurance maladie comme PCR positifs ou comme contact. Tous les patients nous sont envoyés sous forme de liste et les comptes sont automatiquement créés, mais par contre, après, il faut que le patient l'active. Mais globalement, c'est ça qui nous permet de suivre les gros bataillons des patients de façon systématique. Ce qui nous permet d'un côté de réassurer les patients, et ça c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de stress des patients vis-à-vis de leurs proches, vis-à-vis de comment faire, vis-à-vis de tout ça, et de leur travail également. Et le deuxième élément, c'est que ça nous permet comme ça d'avoir beaucoup d'indications pour la sinistralité. Parce que ce qui a été montré et démontré lors de la première vague, c'est qu'en fonction de l'endroit où il y a des patients inscrits dans Covidom, on peut prédire, 7 jours après, le taux de patients qui seront hospitalisés dans tel hôpital pour le Covid. Et ça, c'est important parce que je pense que pour vous, médecins du travail, où il y a vraiment une notion de suivi du patient, en fait, ce qui a été montré avec le Covid et Covidom, c'est véritablement un suivi transversal ouvert à tous les médecins traitants, référents, etc., et qui peuvent permettre comme ça de piloter, en fait, et le suivi du patient et des grands volumes à l'échelon d'une région pour savoir ce à quoi on va faire face. Et en l'occurrence, moi, je pense que ça aurait été extrêmement important dans le cadre de la médecine du travail pour voir la sinistralité dans vos différents établissements et pour pouvoir suivre ça de façon extrêmement simple au niveau des symptômes, voire des chaînes de contamination. Parce qu'on l'a dit, l'identification, c'est bien, mais ce qu'il faut surtout, c'est casser ces chaînes de contamination. Et c'est vrai que c'est toute la question pour la suite. Et je crois qu'à l'occasion du vaccin, il faut bien se dire que l'important du vaccin, c'est pas que le vaccin lui-même. Parce qu'il va falloir vacciner la première fois le patient, puis surtout lui rappeler qu'il faudra faire sa deuxième injection, alors que peut-être qu'il n'aura pas envie de le faire. Et donc ça va être un élément important et majeur. Si on rate notre stratégie vaccinale, on va être gêné très longtemps. Alors, dernière question, Patrick. Est-ce qu'il est vrai qu'on dispose de beaucoup plus de clusters dans les entreprises ou dans les endroits où on fait de la formation, notamment les facs? Alors moi, je te dirais que pour l'instant, moi, dans ce que j'ai, dans mon expérience personnelle, les clusters sont surtout des clusters, entre guillemets, familiaux. Et que le souci n'est pas un souci d'entreprise. Voilà. Mais ça n'est que dans notre population. Et encore une fois, ça fait partie de tous les travaux qu'on pourrait continuer à faire avec vous, puisqu'on a la cellule des data scientists. Et je crois que pour la médecine du travail, qui a vraiment, à mon sens, puisque je connais plusieurs travail et tu sais bien à quel point vous nous aidez dans le quotidien, je pense que ça fait vraiment partie des nouvelles coopérations qui seraient à mettre en place et qui seraient extrêmement importantes dans notre base de données. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le contact tracing, sur le repérage, sur tout ce qu'on peut faire en termes de prévention, Patrick? Eh bien, en fait, le gros problème du contact tracing, c'est l'acceptation des patients. Et ça, moi, je pense très clairement que le contact qui ne rend pas service aux patients, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on est dans une optique, entre guillemets, coercitive et carcérale, qui n'est pas la bonne solution. C'est-à-dire qu'il faut ni infantiliser l'histoire de la bûche de Noël, ni, entre guillemets, dans une logique coercitive. On l'a pas fait pour le VIH, tant mieux. On l'a pas fait pour des maladies
potentiellement grave, pourquoi le faire avec une maladie où on a un taux de mortalité inférieur à 1%? Par contre, je crois beaucoup qu'il faut être dans une offre de service aux patients et donc, en fonction de ça, lui permettre d'avoir un contact tracing qui va l'aider pour suivre sa famille, pour le suivre lui, mais que ça soit pas également uniquement du déclaratif, c'est que ça soit un centre dans lequel il puisse envoyer toutes ces démarches administratives. Et je crois que c'est que comme ça qu'on fera accepter à la population un tracing qui va être d'autant plus important, qui va durer longtemps. Et que je crois que clairement, nous n'aurons pas la couverture vaccinale suffisante à l'échelon mondial avant un certain temps. Ça, c'est pas du tout l'épidémiologiste qui parle, c'est juste celui qui aime bien les maths. Eh bien, un grand merci, Patrick Jourdain, pour ce petit point justement sur le Covidome, parce que je trouve, enfin, nous trouvons, parce que nous sommes plusieurs médecins et infirmiers qui participeront à ta plateforme Covidome depuis le début, nous trouvons que en tout cas, l'existence de Covidome n'est pas du tout connue dans le grand public, et c'est aussi, je pense, le moyen qui a évité le tsunami pour nos collègues hospitaliers. Super, ben merci à vous en tout cas. Et puis, encore une fois, je crois que, comme on dit, Covidome, ça nous a souvent rappelé pourquoi on avait choisi ce métier de soignant. Vous êtes soignants, nous sommes soignants. Et puis, ceux qui ne seront pas soignants, mais qui font attention à leur médecin du travail, ils font aussi un petit travail de soignant. Donc, merci à tout le monde. Merci Patrick. Et à l'ensemble de notre public encore dans la salle, vous avez été enregistré et vous allez pouvoir repasser en replay ce moment passé ensemble. À très vite et à bientôt pour d'autres aventures. Patrick Jourdain, à très vite. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.